Bienvenue pour ce deuxième demi-journée de colloque étudiant du CELAT CAM. Donc, ce matin, nous avons eu des échanges très intéressants, très riches, très forts en émotions. Nous allons continuer cet après-midi avec ce deuxième panel. Euh, nous avons cet après-midi un panel que je qualifierais de 100% célatien, dans le sens où chacun de nos panélistes fait partie d'une unité différente du CELAT. Donc, nous avons Maria Giuliana Angarita du CELAT UCAM, Jennifer, euh, Jennifer Charles de l'UCAC et Sidi Endour de l'Université Laval. Bienvenue à tous les trois. Ce panel va porter sur la thématique de la collecte et l'interprétation de matériaux alternatifs, la place de la vidéographie et de la photographie au profit d'une recherche académique. Donc, c'est sans plus tarder que je vais laisser la parole à Maria Giuliana Angarita. Donc, la parole est à toi. Merci Anna-Lu, bonjour tout le monde. Je m'appelle Maria Juliana Angarita, j'ai fait un doctorat en muséologie et médiation patrimoine à l'Université de Québec à Montréal. Et aujourd'hui, je vous présente un projet de recherche-création considérablement personnel, toutefois déterminant dans mon parcours doctoral. Je vais commencer par partager l'écran et juste un instant. Voilà. Alors, donc, je vais commencer par vous donner quelques éléments du contexte. Ensuite, je vais projeter la vidéo et finalement, je vous présenterai quelques réflexions, lesquelles j'espère vont nourrir nos discussions. À l'automne 2018, lors de ma première session au doctorat, j'ai eu la chance de suivre les cours Oral History as Interdisciplinary Method for the Arts avec Cynthia Hammond à l'Université Concordia. La structure du cours m'a permis de me lancer dans un projet de recherche-création, lequel a pris la forme d'une vidéo-performance à partir de la narration des 4 épisodes anecdotiques dans lesquels ma vie d'enfant ou de jeune adulte s'entrecroissait avec les dynamiques du conflit armé colombien. Vous avez peut-être remarqué l'image sur l'affiche de notre colloque. Il s'agit d'une image tirée de ce projet intitulé Violence omniprésente. C'est une photo prise par mon père au début des années 90 dans une route à travers la cordillère des Andes en Colombie lorsque nous voyagions dans un autobus qui appartenait à quelqu'un de la famille. On s'en allait vers la côte caribéenne. Dans Violence omniprésente, j'écoute mes propres témoignages en même temps que j'interagis avec mes archives familiales et académiques. Je me suis inspirée d'une œuvre de Althea Tauberger, The Tree is in its Leaves, que j'ai vue dans l'expo In Search of Expo 67 au Musée d'art contemporain de Montréal. Cette démarche est introspective, qui est d'ailleurs c'est une démarche très amateur, c'est une vidéo amateur, c'est vraiment spontané et j'ai suivi mon intuition, mais c'est pas du tout un court-métrage, c'est juste un assemblage parce qu'ici on a Jennifer qui elle est vraiment l'artiste dans ce sens-là. Mais cette démarche introspective fut l'occasion parfaite pour indaguer créativement sur les liens entre mon histoire personnelle et la guerre colombienne et sur la manière dont ces liens façonnent mon rôle de chercheur et mes décisions professionnelles. J'avais besoin de voir mon récit devant moi. Cet exercice de narration m'a permis de rentrer en dialogue avec mes souvenirs, mes archives, mes réflexions académiques.
Cette vidéo m'a permis de voir et d'entendre comment j'ai construit ma propre mémoire. J'ai voulu suivre un processus similaire de ceux et celles qui offrent leur témoignage de vie au musée commémoratif, par exemple, ou qui entreprennent des processus publics de construction de mémoire, et même de ceux et celles qui feront partie de ma recherche à travers des entrevues, par exemple. Alors, j'espère que ce partage auto-ethnographique apportera des éléments pertinents à notre discussion sur les méthodes d'inclusion de la subjectivité des chercheurs dans la recherche. Je dois vous avertir que la vidéo montre des images de confrontations armées et fait référence à des événements violents. Et elle dure environ 16 minutes. Alors, si pour certaines raisons, vous préférez de ne pas l'écouter, vous pouvez nous joindre dans 16 minutes environ pour mes remarques des conclusions. Alors, bon visionnement. Oui, c'est bon. Parfait. Donc, comme vous l'avez vu, ma narration évoque l'omniprésence de la guerre tout au long de ma vie. Les événements racontés révèlent des sentiments de peur et d'horreur. Cependant, dans ces expériences, la violence semble plutôt intangible et invisible. Cet exercice m'a permis de mettre en évidence, dès le début de ma scolarité doctorale, certaines des raisons profondes qui motivent mon engagement académique, et il m'a confronté de façon directe à plusieurs enjeux éthiques de la recherche sur lesquels nous pourrions en discuter plus tard. Mon projet de recherche au doctorat porte sur la patrimonialisation des pratiques de mémorialisation des communautés de victimes du conflit armé colombien. J'examine comment des communautés de victimes marginalisées développent des mécanismes pour commémorer et raconter des événements douloureux, et j'explore comment, à partir de ces moments, se déclenchent des processus collectifs qui finissent par faire rentrer ces pratiques commémoratives dans la mémoire culturelle du pays. Je vise ainsi à participer à des conversations plus larges sur les rôles qui jouent la reconstruction des mémoires individuelles et collectives dans les sociétés qui ont vécu la guerre, et ultimement, je souhaite contribuer à rendre les histoires des Colombiens visibles aux autres. Comme je vous racontais avant, cet exercice m'a permis de rentrer en dialogue avec mes souvenirs et d'entreprendre un processus similaire de ceux qui partagent leurs témoignages ou même qui partagent dans les cours de notre travail de terrain avec nous. J'ai ressenti les malaises et les doutes de soi que l'on éprouve en exposant des versions inachevées d'événements du passé, par exemple. Cependant, j'ai pu constater de première main les impacts positifs qui offrent les espaces de partage et de façonnement discursif de la mémoire. Mon voyage aux archives familiaux, les discussions qui se sont déclenchées autour de ce travail pendant que je les faisais, l'exploration d'autres langages, autres que les scientifiques, les langages écrits par exemple, ont tous produit une sorte de soulagement en moi, et ils ont éclairé ma délimitation du projet de recherche. L'existence de ces documents me permet de raconter des choses qui autrement seraient plus difficiles à transmettre, mais qui sont essentielles pour saisir certaines dimensions de ma recherche. Alors, je suis très contente de pouvoir faire ce partage avec vous aujourd'hui. Merci d'avoir écouté mes histoires, et je serai prête à répondre à vos questions. J'ai hâte à notre discussion. Merci. Mais une nouvelle fois, merci beaucoup, Maria Juliana. C'était un documentaire extrêmement poignant. Donc là, maintenant, on va passer à notre deuxième panéliste, Jennifer W. Charles, qui va nous présenter du coup sa communication. La parole est à toi, Jennifer. Merci, Anna. Donc, je vais faire un partage d'écran d'abord. Bonjour tout le monde. Mon nom c'est Jennifer Wishliada Shaw.
Je suis documentariste. Je viens de boucler ma maîtrise en art à l'UQAC l'année dernière. Donc, je vous dis un grand merci pour votre présence aujourd'hui et puis je salue aussi ma directrice de recherche qui est présente, Constanza Camelo. Je tiens à remercier le CELAT et les membres organisateurs de ce beau colloque. Alors, j'ai aujourd'hui la chance de vous présenter mon documentaire de fin de maîtrise et de regarder ensemble avec vous quelle est la place de la vidéographie dans une recherche académique. Donc, d'abord, je vais placer un mot sur le thématique et puis après, je vais vous présenter le documentaire. Je vais reprendre un commentaire que le professeur Daniel Jean m'avait fait dans mon rapport de fin de maîtrise. Alors, il avait écrit « L'enregistrement n'est pas que technique, il est multisensoriel ». Donc, c'était pour décrire la parole partagée par rapport à mon documentaire. Donc, pour moi, le documentaire, c'est un voyage, c'est une découverte, c'est une transmission du savoir de mes protagonistes. Réaliser des documentaires, c'est pour moi la meilleure façon d'apporter du soutien aux gens qui veulent partager leurs histoires, tout en respectant ce qu'ils veulent transmettre comme savoir. Donc, l'un des cinéastes qui m'ont aidé à cerner certaines caractéristiques pratiques pour réaliser mes œuvres, c'est Chris Marker. Et puis, il me rejoint tout le temps dans la façon dont je priorise mes protagonistes. Donc, là, je vous partage une citation de Chris Marker qui dit « Imprimer la subjectivité de son regard sur l'objectivité des faits ». Donc, tantôt, je préparais ma présentation et puis je suis tombée sur mon journal de bord. Et puis, dans la première page, j'avais inscrit 3 mots-clés. 3 mots-clés qui me suivent tout le temps, là. Donc, c'est l'observation, le questionnement et puis la documentation. Ces 3 mots-clés m'ont permis d'aboutir à l'action documentaire. Donc, pour moi, la vidéographie, c'est un dialogue théorique. C'est un langage par rapport à la recherche académique. Elle est aussi un support d'histoire, de patrimoine, ce qui veut dire qu'il conserve des traces historiques dans une recherche académique et en même temps, elle est agent de transmission et de médiation. Donc, la vidéographie, c'est un peu le miroir dans une recherche pour moi. Selon des chercheurs, elle permet de transmettre des informations, de véhiculer des discours, puis d'articuler des récits et aussi de créer des œuvres d'art. Donc, là, je vous présente mon affiche, l'affiche de mon documentaire intitulé « La danse obéissante haïtienne, porte-parole d'une histoire d'un passé ». Donc, ce projet de recherche-création, c'est le premier jalon d'une quête identitaire et de résistance culturelle qui prend comme point de départ une enquête de terrain réalisée avec la communauté vaudouisante de Souvenance. J'ai cherché à réaliser un documentaire qui transporte le public au cœur de chaque image, de mettre en image une histoire qui capte l'attention du spectateur. J'ai cherché à plonger le spectateur dans un autre monde, à l'inviter à découvrir la danse traditionnelle, ainsi qu'à écouter les récits des vaudouisants sur leur religion, afin d'ouvrir une autre voie d'accès à leurs histoires. J'ai enfin souhaité donner l'opportunité aux vaudouisants de cette communauté de raconter et de transmettre leur vécu lié à la religion vaudou. À cette fin, je me suis familiarisée avec certains membres de la communauté et j'ai développé un lien de confiance pour qu'ils puissent se sentir à l'aise de raconter leurs histoires. J'ai voulu qu'ils racontent eux-mêmes leurs expériences et qu'ils transmettent leurs valeurs à travers leur danse. En fin de compte, je vous présente le résultat de ma recherche, donc qui est le documentaire. Ceci dit, j'ai fait de la vidéographie un dialogue théorique et mon agent de transmission pour raconter et diffuser le vécu, de raconter l'histoire de la communauté Souvenance. Donc, à travers mes captations, j'ai créé, j'ai rédigé, j'ai diffusé mon travail final. Donc, sur ce, je vais arrêter un peu. Je vais vous présenter le documentaire. Merci de nous faire le bonheur de pouvoir projeter ça, parce que je sais que, comme tu disais, le but, c'est aussi qu'ils parcourent des festivals. Ouais.
Donc, merci de nous faire la primeur de cette projection, vraiment. Merci. Alors, je pense que tout le monde est revenu. Encore une fois, merci Jennifer. Ça nous a fait voyager en Haïti et découvrir la culture vaudou. C'était vraiment des images absolument, absolument magnifiques. Merci encore. Donc nous allons... Est-ce que tu vas continuer ta présentation? Oui, je vais juste placer quelques mots et puis on peut partager mon écran encore. Donc, je voulais juste rectifier quelque chose. Donc, lors de la présentation publique du documentaire, donc j'ai fait de la présentation un événement, dans ce sens que je nomme cette réalisation un documentaire événementiel. Donc, ce néologisme définit parfaitement la nature de mon projet final de maîtrise. Et puis, le projet final de création a pris forme d'un événement où le performatif a permis de décliner l'aspect installatif du projet sous 3 angles différents. Donc, il y avait le documentaire, une installation vidéo, une installation sonore et aussi ce que j'appelle installation. Donc, c'est en présentant le... Okay. Donc, c'est au cours de cette recherche que j'ai découvert une autre notion de l'installation qui coïncide avec ma façon de voir mon travail. Donc, c'est l'installation que Connelly définit comme un processus de travail à l'intérieur d'un espace ou d'un lieu de travail qui se fait d'une manière signifiante ou peut-être symbolique ou rituelle. Donc, lors de cette présentation, j'ai posé des gestes symboliques par rapport à mon observation de la communauté souffrante. Puis, pour finir, je vous laisse avec la citation de Roger Bastide sur la danse. Et la danse est un art qui a pour but d'exprimer au moyen de pas, de sauts, de mouvements, cadences, d'attitudes, de gestes et de regards, des pensées, des actions, des sentiments et puis des passions. Donc, c'est juste ça. Je vous remercie. Merci, merci beaucoup Jennifer. Nous allons maintenant passer à notre dernier panéliste pour cette session d'après-midi. Donc, je vais laisser la parole à Sidi Ndour. La parole est à toi, Sidi. Bonjour tout le monde. Merci pour la présentation de tous les panélistes depuis ce matin. Et merci aussi à l'équipe qui a organisé cette rencontre. Je m'en vais partager un peu mon écran, mais on peut maintenant commencer. En fait, ma présentation pour ce colloque traite d'un récit de mes recherches qui entrent dans le cadre de mon doctorat. En fait, j'ai eu à faire des enquêtes de terrain au Sénégal dans un royaume historique qui s'appelle le Bawol. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ça porte sur cette expérience de terrain. En fait, je ne sais pas si je vais comme ça, tu vas voir. Anne-Lou? Oui, c'est quoi? Bon, OK. Je suis à l'introduction, c'est que j'essaie de... Okay. C'est bon. OK, c'est juste pour dire que ce travail que je vous présente, qui est axé sur la collecte de données orales à Lamba et ses environs, qui est un récit de recherche.
vise d'abord à essayer de voir, comment dirais-je, ma méthodologie de recherche, la stratégie de recherche, de collecte de données et la communication que j'ai utilisée pour faciliter les entretiens et la collecte des données orales. Ensuite, ce travail soulève aussi les difficultés rencontrées sur le terrain. Et enfin, je ferai une présentation des résultats provisoires et en conclusion, on aura des images sur ce que j'appelle archéologie publique. Pour passer à la partie méthodologie, juste, j'ai énuméré quelques substances qui permettent en quelque sorte de mieux réaliser en bon terrain en zone rurale ou semi-urbain. D'abord, l'importance du permis administratif de recherche. Et au cours de mes développements, vous saurez en quelque sorte l'importance de ce permis-là. Mais aussi, il faut avoir un questionnaire et aussi choisir les personnes à interviewer. Également aussi, il faut des fiches d'enquête. D'une façon générale, la méthodologie que j'ai utilisée concernant le questionnaire, moi je suis parti d'un questionnaire en quelque sorte général. Je pars toujours du général dans mes interviews, du général pour aboutir au particulier. Et si vous regardez bien le questionnaire que j'ai mis sur le PowerPoint 4, concernant, si vous prenez exemple, sur le processus de formation de l'État, donc les questions qui sont posées aux personnes à interviewer, d'abord, on essaie de comprendre comment le pouvoir du Baol a été organisé. Maintenant, au fur et à mesure, on descend jusqu'à poser des questions spécifiques sur ce qu'on veut réellement savoir. Une fois que cette partie est terminée, maintenant, on passe à la stratégie de collecte de données orales. Et pour ce faire, j'ai choisi de me concentrer sur deux axes. Le premier axe, c'est ce que j'appelle entretien groupé et le deuxième axe, ce que j'appelle entretien individuel. En ce qui concerne l'entretien groupé, c'est juste, j'essaie de regrouper des personnes, je leur pose des questions sur ce que je veux, en quelque sorte sur mon projet. Maintenant, je laisse à chacun de dire ce qu'il en pense. Et c'est le cas pour la première photo d'une la femme que vous voyez, elle est potière, elle travaille tout ce qui est poterie, c'est son travail. L'homme qui est derrière, il est forgeron. Donc, tout ce qui est travail de fer, c'est son métier. Donc, j'essaie en quelque sorte de les laisser la parole et de m'expliquer qu'est-ce qu'il en pense de ce que je veux savoir. Et l'autre image, c'est aussi des personnes que j'ai interviewées sur un point bien déterminé. D'abord, c'est sur un lieu où, supposé, comment dirais-je, où on a enterré le dernier roi de ce royaume-là. Maintenant, chacun essaie de donner, ou bien essaie d'expliquer ce qu'il pense. Et ça a été, comment dirais-je, tellement bénéfique parce que chacun essaie de donner son histoire, qu'est-ce qu'il en pense de la situation, ainsi de suite. Ensuite, la troisième photo, c'est sur aussi l'entretien groupé.
et j'essaie de leur donner la parole. Chacun essaie de donner ce qu'il en pense. Mais le problème avec cet entretien, comment dirais-je, groupé, il y a certaines personnes qui ne se sentent pas très à l'aise de parler. Parce que souvent, il y a une personne qui est souvent bien connue de tout le monde, qui a tout, et on lui reconnaît toute, en quelque sorte, l'histoire. Donc, les autres, même s'ils te donnent quelques informations, mais il y a certaines de ces informations, même s'ils ne sont pas d'accord de ce que leurs amis disent, donc ils sont obligés d'être un peu restreints. Et c'est à cause de ce problème-là que j'ai aussi utilisé l'entretien individuel. L'entretien individuel, c'est j'ai essayé de, sur toutes les personnes que j'ai, après l'entrevue en quelque sorte groupée, j'ai essayé de prendre sur chaque thème les mêmes personnes, je les pose les mêmes questions que j'avais posées. Et à un certain moment, je vois qu'il y a certaines informations qui n'étaient pas données dans l'entretien groupé et qui sont bien mis en exergue, et les gens ils sont libres, ils peuvent te donner des informations que tu n'espérais même pas avoir. Et c'est le cas ici avec le vieux qui a, comment dirais-je, comme un artefact bien enveloppé. Lors de l'entretien groupé, il ne voulait pas me donner en quelque sorte l'origine de ce qu'il a sous les mains et aussi qu'est-ce qu'il en renferme. Mais quand je l'ai pris de façon individuelle, c'est en ce moment-là qu'il m'a donné tous les détails de ce que ça, comment dirais-je, la valeur de l'objet qu'il a à côté de lui, et ainsi de suite. Et aussi l'autre cas, c'est sur la personne en habit noir, il s'appelle Bassirou Thiaw. Lui, quand j'ai fait l'entretien groupé, il ne se sentait pas à l'aise de parler parce qu'il y avait d'autres personnes qui n'ont même pas laissé le temps de dire ce qu'ils pensent. Mais quand je lui ai approché individuellement, il m'a donné beaucoup d'informations sur... d'ailleurs, c'est lui-même, ses aïeux, ses grands-parents étaient en quelque sorte à l'origine les fondateurs de cette contrée-là. Mais avec le changement, avec l'évolution des choses, il est devenu maintenant une personne ordinaire, alors qu'au début, c'était lui le propriétaire terrien. Donc, c'était lui qui donnait toutes les terres, tout cela. Mais maintenant, les gens sont accaparés de tous les pouvoirs, même en réunion, même en public, il n'a pas la parole. Donc, je l'ai approché de façon individuelle et j'ai eu pas mal d'informations là-dessus aussi. Partant de ces éclairages-là, il y a aussi deux photos qui sont, c'est-à-dire à la photo au PowerPoint 7, deux images qui sont, comment dirais-je, très illustratives de la recherche ou bien de ce que la photo peut nous permettre d'avoir comme information. Sur la promo photo, certes, vous me voyez là. En l'outil, tu peux agrandir la photo. Certes, je ne fais pas l'autopromotion, mais si vous suivez bien mon doigt, il y a une écriture qui est écrite en haut du baobab, ouverture. J'espère que vous le voyez.
Anne-Lou? Oui, oui, oui. Hop. Vous le voyez? Oui, ouverture. Voilà. J'espère que tout le monde le voit. Hop. OK. Dans l'autre photo aussi, vous avez les mêmes, comment dirais-je, insignes, ouverture. Maintenant, quand j'ai vu ça pour la première fois, la première des choses que j'ai faites, j'ai essayé de demander aux gens qui habitent tout autour qu'est-ce que ça pourrait signifier. Et j'ai eu deux réponses. La première réponse est que ce n'est pas ouverture, mais c'est couverture. Je lui demande pourquoi tu dis que ce n'est pas ouverture. Il dit couverture parce que au début du XXe siècle, avec l'avènement de la peste, c'est cet endroit-là que, en quelque sorte, les autorités administratives coloniales distribuaient les habits, distribuaient tout ce qui est couverture pour les enfants et toute la population de cette contrée-là. Bon, j'ai dit, OK, c'est une hypothèse. Je suis allé poser cette question-là à une autre personne. L'autre personne me dit non, je ne pense pas que c'est... je ne pense pas que comment dirais-je, que ça renvoie à couverture parce que c'est... j'en suis sûr que c'est plus ancien que... parce que même, le gars, il me dit, même ses grands-parents, ils avaient trouvé ces écritures-là. Donc, déjà, j'ai fait des entrevues avec plusieurs personnes, mais ce sont ces deux points de vue-là qui reviennent à chaque fois. Donc, je me suis dit, bon, OK, je vais essayer d'élargir mon champ de recherche. C'est en ce moment-là que j'ai essayé de voir avec les documents, en quelque sorte, les archives occidentales, et j'ai trouvé que il y avait un naturaliste français du nom de Adanson, et il faisait comment dirais-je, un inventaire des baobabs. D'ailleurs, son nom est donné à comment dirais-je, à ces baobabs-là. C'est Adansonia digitata, le nom scientifique de cet arbre-là. Il paraît que lui, quand il faisait son inventaire sur chaque baobab, il écrivait comment dirais-je, soit son nom, ou bien il écrivait des signes pour montrer qu'il est passé à côté de ce baobab-là. Et ça remonte au XVIIIe siècle. Son passage remonte au XVIIIe siècle. Et aussi, les écrits aussi européens nous montrent aussi que après lui, ses disciples aussi faisaient la même chose. Quand ils faisaient leur inventaire, ils écrivaient leur nom. Donc, pour le moment, la piste la plus plausible, donc ces écrits-là remonteraient au XVIIIe siècle et sont l'œuvre de Adamson et son équipe. Maintenant, toutes ces enquêtes, toutes ces entrevues ne sont pas passées comme poste à la lettre. J'ai eu pas mal de problèmes. J'ai rencontré pas mal de problèmes aussi sur le terrain. En nous, c'est à la page 8. Et les problèmes rencontrés sur le terrain sont d'ordre financier, religieux, mais aussi, j'ai noté aussi, il y a une incompréhension totale de ce qui est
le métier d'archéologue, l'archéologie et aussi l'histoire. D'ailleurs, quand je suis allé dans un village qui s'appelle Mbeyen, je vais commencer d'abord par les problèmes d'ordre financier. Quand je suis allé dans un village qui s'appelait Mbeyen, j'ai fait une entrevue groupée et les gens, ils étaient excités de me fournir des informations. Mais quand j'ai demandé est-ce que je peux prendre des photos pour des archives ou bien pour illustrer en quelque sorte mon passage là-bas, bon, la première des choses qu'ils m'ont dit, il faut que tu nous donnes un Ndiégu Guru. Ndiégu Guru, ça veut dire, c'est en Wolof, mais en français, ça veut dire, il faut que tu nous donnes, tu nous payes en quelque sorte pour prendre la photo. Si je fais la transcription littérale, c'est il faut que tu nous donnes le prix d'un noix de cola. Donc, pour pouvoir prendre des photos, il faut que je leur paye en quelque sorte. J'ai essayé de les expliquer que, bon, moi aujourd'hui, je n'ai pas... je ne me suis pas préparé à faire cela parce que du côté éthique, il n'est pas normal de donner des gens pour avoir de l'information. C'est comme si tu payais l'information. Bon, ils m'ont dit, OK, puisque c'est ça que tu dis, donc la discussion, on va scinder la discussion en deux. Aujourd'hui, on t'a donné des informations, mais la prochaine fois, quand tu reviens, c'est-à-dire, ils m'ont donné une première partie. Maintenant, la deuxième partie, ils me disent, quand tu reviens, tu nous amènes quelque chose. Donc, sans ça, tu n'auras pas d'informations supplémentaires. Heureusement, j'ai pu, comment dirais-je, rencontrer la personne que j'ai, dans le groupe que j'ai senti, il était un peu une personne digne de confiance. C'est aussi l'intérêt de faire des entrevues groupées. Ça te permet d'identifier les personnes qui peuvent te donner l'information que tu veux. Et c'est dans ce sens que j'ai pu rencontrer cette personne-là et il m'a tout expliqué de ce que je voulais savoir. J'ai aussi eu le même problème à Lambaye, le centre même de mes recherches. Quand je suis allé faire des enquêtes orales, je suis allé dans une maison. On m'a donné l'adresse d'une personne qui pourrait me donner des informations sur ce que je cherchais. Je suis allé là-bas, mais la personne, avant tout, je l'ai trouvé chez lui. Il m'a dit, OK, c'est bon, c'est bien bon l'histoire et je suis très content de te le partager, tout cela. Mais par contre, tu dois me donner quelque chose avant que je ne parte. Tu dois me donner le prix de mes dépenses quotidiennes pour aujourd'hui parce que je devais aller faire quelque chose qui pourrait me rapporter de l'argent. Mais puisque tu es là, je vais te donner cette occasion de te fournir les informations que tu veux, mais à la place, tu me remets en quelques sommes. Bon, pour comprendre cette, comment dirais-je, idéologie, au Sénégal, il y a une catégorie, en quelque sorte, je peux dire, de classe sociale qui, auparavant, ils vivaient que de ça. C'est-à-dire, ils viennent, ce qu'on appelle les griots, ils viennent te chanter tes louanges, tout cela. À la fin, tu lui donnes quelque chose. Donc, maintenant, ça s'est transformé en argent. Donc, pour eux, ce n'est pas de l'information gratuite qu'ils te donnent. Donc, il faut, après, il faut que tu remettes, comment dirais-je, quelque chose. Bon.
pour ce jour-ci, bon, j'ai compris que c'est la norme. Je lui ai remis quelque chose comment dire, symbolique. Il m'a dit, OK, donc il faut me rappeler, si tu veux, je peux te donner à tout moment les informations. Rappelle-moi dans quelques semaines ou mois, car je suis un peu malade. Un mois, 2 mois, je l'appelle pour avoir des nouvelles sur son état de santé. Il me dit, bon, oui, ça va. Seulement, j'ai quelque chose que je veux que tu m'achètes. Je veux que tu m'apportes quand tu viens 2 poulets. Donc déjà, je me suis dit, cette personne-là, si je continue avec cette surenchère, je n'aurai pas les moyens financiers pour payer, comment dirais-je, pour payer les informations qu'il me donne. Donc, et à un certain moment, il va m'induire dans des erreurs parce que lui, ce qu'il attend toujours, c'est le gain. Donc, il va m'induire des fois, il va me donner des informations erronées. Donc j'ai supprimé cette piste pour aller dans d'autres contrées. Maintenant, à part le côté financier, il y a aussi le côté religieux que j'ai aussi rencontré. Si vous voyez bien la première photo, ça, c'est une femme, en quelque sorte, une prêtresse en quelque sorte. Et chaque lundi, jeudi, elle fait des libations ou bien des incantations en quelque sorte pour, disait-elle, pour essayer de résoudre certains problèmes que la société ou bien les personnes qui viennent vers elle prouvent. Donc, d'ailleurs, quand j'ai pris cette photo, il y avait un jeune étudiant et une élève. L'élève, elle était en classe de terminale. Donc, l'équivalence d'ici, secondaire 5, je sais pas. Et la personne, l'élève disait que, bon, on lui a dit que quand elle vient ici faire des incantations, bien faire des libations, tout cela, il se peut qu'elle réussisse à son examen. Donc, la majeure partie, c'était pour ça. Mais le problème, quand je suis allé vers cette dame pour avoir des informations, la dame ne voulait pas me donner, m'accorder d'interview parce que c'est comme si, puisque cette partie, c'est une partie où l'islam, la religion musulmane est très ancrée, donc le fait que je le prenne en photo et j'essaie de lui poser des questions sur ce qu'elle fait, elle s'est sentie gênée, elle se dit, bon, probablement, c'est comme si je la jugeais parce qu'elle se dit musulmane, donc normalement, elle ne devait pas faire ce genre de présentation, ce genre elle ne devait pas, en quelque sorte, essayer de revivifier en quelque sorte les croyances traditionnelles ou religions traditionnelles africaines. Donc, il y a eu pas mal de divergences là-dessus, mais au fur et à mesure, je l'ai expliqué à certains moments. Je lui ai dit que moi, mon rôle ici, c'est de mettre en valeur, en quelque sorte, ce qu'elle pratique, parce que c'est important pour nous, c'est important aussi pour la société sénégalaise. Et elle m'a ouvert en quelque sorte les portes de ce qu'elle fait et elle m'a donné des informations que je voulais. Sidi, excuse-moi de te couper. Il est 15h50 et en fait, il faudrait que à partir de 16h, tu aies conclu. Comme ça, on a notre période de 30 minutes.
questions. Je finis même avant 16h. Parfait. Excuse-moi. OK. Et le côté religieux aussi, quand je suis allé dans un village pour faire des enquêtes aussi, on m'a mis en rapport avec le chef de village. Quand je suis venu, je lui ai expliqué, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire, c'est quelque sorte la tradition, tout cela. Le chef de village me dit, bon, nous, ça ne nous intéresse pas. Nous sommes maintenant des musulmans. Tout ce qui est du passé, ça ne nous intéresse pas. Donc, c'est comme si c'est comme si leur passé ne leur intéressait pas, parce que maintenant, l'islam est là, il faut faire table rase de toute notre histoire. Mais au fur et à mesure que je l'explique, à un certain moment, il a compris que c'est pas ce qu'il va me dire, ça n'a rien à voir avec de l'idolâtrie ou bien en quelque sorte de faire table rase de l'islam. Donc, à un certain moment, la personne a accepté de nous donner des informations. Maintenant, en ce qui concerne les incompréhensions, c'est là aussi où j'ai eu pas mal de problèmes là-dessus. Si vous regardez la deuxième photo, en majorité, où il y a un groupe de femmes, quand je suis venu pour faire mon entretien groupé, il y avait un groupe de jeunes filles. Ils n'ont pas voulu que je les prenne en photo de façon entière, parce elles disent que je n'ai pas le droit de venir interroger leurs parents sans contrepartie, parce que c'est un savoir-faire qu'elle me donne. Donc, je dois avoir l'autorisation de tout le monde. Et si vous en début de ma présentation, je vous ai dit que l'importance du permis administratif de recherche. Et là, c'est le permis qui m'a permis en quelque sorte de convaincre ces jeunes pour leur dire que ce que je fais, ce n'est pas pour moi, mais c'est pour tout le monde. Mais aussi, ce que je fais, c'est pour l'intérêt de leur maman. Je fais en quelque sorte pour la diffusion du savoir-faire de ce que leur maman faisait ou bien ce que leurs parents font actuellement. Et ça m'a permis, toutes ces démarches, toute cette méthodologie de recherche, ça m'a permis d'avoir des résultats qui sont pas mal satisfaisants, parce que ça m'a permis de savoir en quelque sorte comment ces matériaux sont travaillés depuis le début jusqu'à la fin, mais aussi ça m'a permis d'installer et d'ouvrir mes sondages afin de fouiller de façon plus systématique. Et la fouille a permis aussi d'avoir des résultats très satisfaisants à la page 10. Et ça m'a permis d'avoir une collection d'artefacts. Donc, pour le moment, ce sont ces artefacts que je vous présente, mais il y a d'autres qui sont en phase d'étude. Et ma méthodologie, mes entrevues réalisées m'ont permis d'avoir ces résultats provisoires. Maintenant, en guise de conclusion, je me suis dit, toute recherche, avant tout, ça doit être faite au profit de la population. Il est bien beau d'écrire des articles, il est bien beau de publier des livres, mais c'est seule une partie qui va les lire. Maintenant, la population dont
on reconstruit le passé, souvent ils n'ont pas accès à l'information des endroits où ils se trouvent. C'est tout le sens de l'archéologie publique que j'ai organisée à Lambaye. Ici, j'essaie d'expliquer en quelque sorte l'intérêt de ce que je fais, parce que j'ai eu à rencontrer des problèmes concernant en quelque sorte, parce que les gens ne savaient pas qu'est-ce que je faisais, qu'est-ce que c'est l'archéologie. Ils me disaient l'histoire, si tu veux savoir l'histoire, il faut aller voir nos grands-parents, ce sont les détenteurs de l'histoire. Donc tout cela, je l'ai expliqué. D'abord, ma première année, c'est-à-dire en 2019, j'ai invité les écoles, les enseignants, et on a fait une porte ouverte pour les expliquer qu'est-ce que je faisais et quel est l'intérêt de la préservation de leur histoire, tout cela. La deuxième année, c'était en 2020-2021. J'ai invité les membres, comment dirais-je, la communauté administrative de la localité, c'est-à-dire l'adjoint au maire, le représentant des jeunes, les enseignants, tout cela, pour aussi leur expliquer comment l'histoire, comment le passé peut être vecteur de développement, peut aussi être vecteur d'un bon vivre ensemble. Et parmi mes projets qui sont en attente, j'aimerais vraiment, si les moyens suivent, essayer de mettre en valeur un des sites qui m'est important par une possible muséalisation de ce site-là. Merci. Merci beaucoup, Sidi. Hop. Merci beaucoup pour cette très intéressante présentation. Finalement, avec ce panel, nous avons voyagé dans différents pays. C'était une véritable richesse. Donc maintenant, pour continuer notre fin d'après-midi, je propose qu'on prenne les questions qui sont dans l'Assemblée. J'ai vu que sur le chat, il y a eu déjà différents échanges qui ont pu se faire entre des participants et participantes. Est-ce que certaines souhaitent prendre la parole sur ces sujets qui, à mon avis, sont assez transversaux pour les présentations que nous avons eues cet après-midi? Ça touche principalement à la question de la méthodologie. Peut-être, Analou, préciser qu'on fonctionne depuis ce matin avec le système de main levée, pour que tu puisses interroger les gens au fur et à mesure, et qu'on fonctionne avec l'autorégulation, c'est-à-dire se poser la question de savoir si on a beaucoup parlé déjà ou pas beaucoup, si on a déjà posé des questions. On fonctionne en commentaires constructifs et bienveillants, et on fait aussi attention aux sensibilités de chacun et chacune. Voilà, pour le petit rappel, on ne pousse pas les limites qui semblent être nommées par les personnes concernées. Voilà. Parfait. Alors justement, en parlant de main levée, je vois que Brigitte a sa main levée. Donc je vais lui céder la parole. Bonsoir à tous. Il fait noir au Cameroun et il pleut. Voilà déjà un premier problème pour nos difficultés académiques parce qu'il y a des coupures intempestives et ça n'aide pas à l'évolution de la recherche. Bon, j'ai été très contente d'écouter Sidi Ndour que j'ai rencontré il y a un an à un colloque sur la muséologie avec le professeur Yves Bergeron et Lydie Olgantep. J'ai une question à poser à Ndour. Dis-moi, chez moi, le baobab, c'est l'arbre à palabres. C'est l'arbre sur lequel on règle les conflits dans la société. Est-ce que chez toi, au Sénégal, le baobab a la même symbolique? Ça, c'est ma première préoccupation. Maintenant, par rapport au problème du chercheur, où les sources demandent toujours une motivation qui est une sorte de laisser-passer pour la connaissance, entre guillemets. Ici, au Cameroun,
le chercheur est confronté aux mêmes problématiques. Chaque fois que nous allons sur le terrain, dans des communautés, pour essayer de comprendre ce à quoi ils pensent, aspirent et croient, ce problème est toujours d'actualité. On nous dit, on n'entre pas dans la chefferie bras ballants. Ça, c'est un petit adage. Et on sourit toujours. Moi, je souris tout le temps. Et je sais que lorsqu'une source me dit, on n'entre pas à la chefferie bras ballants, ça veut dire que je dois donner de l'argent, je dois payer le prix fort pour avoir la bonne information. Mais au sortir de ces informations, je me rends compte que la plupart des informations sont erronées, elles ne sont pas toujours bonnes et ne nous aident pas dans nos recherches. Et c'est ce problème-là que beaucoup de chercheurs au Cameroun rencontrent sur le terrain. Ce problème de renseignement, et puis ça devient le monnayage. Et puis, ces sources, au fond, se disent que bon, c'est des universitaires, c'est des chercheurs, il faut bien nourrir sa famille, il faut bien qu'ils nous nourrissent. Or, ils oublient que la recherche en Afrique n'est pas, comment dire, il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas d'aide financière à la recherche au Cameroun notamment. Moi, par exemple, pour mes dessins de terrain, avant que je n'aie la bourse pour le programme interuniversitaire de l'UQAM, je payais pour mes dessins de terrain. Et ce n'est pas le gouvernement camerounais qui me donnait cet argent. J'ai été obligée de donner des cours dans les universités. Et une fois qu'on soldait mon contrat, on me payait. C'est là où je pouvais programmer mes descentes de terrain. Donc, c'est dit que la recherche académique, il faut une certaine abscesse, il faut une certaine abnégation et il faut les financements pour accompagner le tout. Je ne dirai pas plus parce que demain, c'est sur ce débat-là que nous allons vous entretenir, mon panel et moi. Merci à tous et merci pour toutes les présentations depuis la matinée. Je suis vraiment enrichie, je suis très contente et bonne soirée. Sidi, la parole est à toi. Ok, merci. Je suis très content de t'entendre et je te fais un bon coucou au Cameroun. Et concernant ta question sur la symbolique du baobab, nous aussi, le baobab, comment dirais-je, le baobab est très symbolique pour nous, non seulement pour ses fruits, pour ses feuilles, mais aussi pour son ombre. Donc, pourquoi j'ai écarté l'idée de, comment dirais-je, de couverture, tout cela, c'est parce que si on regarde les écrits, c'est bien, c'est un professionnel qui l'a écrit. Donc maintenant, peut-être en un certain moment, si je parviens à mieux, s'il y aura une méthodologie qui me permet de dater en quelque sorte les écritures, donc ça va me permettre aussi d'avoir une idée précise de ce que les écritures, de l'auteur en quelque sorte de ces écritures et de la période. Mais en ce qui concerne le caractère symbolique du baobab, je suis d'accord avec toi, c'est très symbolique pour nos populations aussi. Merci. Merci beaucoup, Sidi. Je vois une deuxième main levée, celle de Sarah, à qui je vais donner la parole. Sarah, la parole est à toi. Oui, merci. Je reviens avec ma question que je n'ai pas pu poser ce matin. Je suis frustrée qu'il ne lâche rien. C'est une question qui peut aussi aller aux présentateurs, présentatrices de ce matin. Je ne sais pas s'il nous en reste quelques-uns, quelques-unes. Je sais que Marie a dû quitter, mais peut-être que Catherine, Ilaï et Anne sont là. Ça aurait pu aussi être une question à poser à Nadia. Moi, je me posais des questions sur la place du récit, le récit de soi et le récit des autres. Est-ce que quand vous avez décidé d'assumer cette place du récit qui prenait une part, le récit de soi et des autres qui prenait une part importante dans votre recherche ou dans votre création, est-ce que vous avez vu un avant-après? Est-ce que ça a été facile à assumer? Est-ce que vous avez vu l'apport que ce récit pouvait apporter à vos recherches et à la qualité de ce que vous pouviez proposer? Voilà, c'est une question sur
le fait d'assumer, le fait de parler de soi et des autres dans une recherche académique ou dans une création artistique. Et qu'est-ce que vous pourriez dire que ça vous apporte à chacun, chacune? Si vous voulez, je peux commencer. Et, en fait, je pense que les récits, c'est plutôt l'acte de raconter et non les contenus. Par exemple, aujourd'hui, quand j'écoutais la vidéo, c'est une vidéo qui a été faite il y a 3 ans. Et aujourd'hui, je raconterai une autre chose. Donc, on voit que c'est plus l'exercice de le faire, de sortir quelque chose qu'on a quelque part qu'on gardé et on peut bouger et passer à une autre chose. Et dans mon cas, c'était un peu ça. J'avais besoin de me positionner, surtout, et peut-être que c'est une question qu'on partage les trois. Il fallait traduire, quand tu écris ta recherche, tu fais tes travaux, tu dois traduire une expérience culturelle dans des mots et dans des concepts très cadrés. Il faut que tu expliques, que tout soit clair. Et j'ai trouvé dans cet exercice une voie de sortie pour dire les choses sans avoir expliqué rien. C'était vraiment un soulagement dans ce sens-là. J'ai montré mon histoire et j'ai parlé. J'étais capable de le faire sans trop donner de contexte, par exemple. Mais ça aussi, c'est un problème. Quand j'écoutais aujourd'hui la vidéo, j'étais comme, je changerais des choses pour justement expliquer les contextes. Donc, on est toujours en train de vouloir rendre tout compréhensible, mais quelque part, l'histoire change aussi. Donc, c'est plus, je dirais ça, il y a des enjeux les temps changent ton histoire. Tu as besoin de raconter certaines choses dans certains moments et il faut juste comme garder l'esprit ouvert pour se rendre compte de ça et voir comment ça impacte la recherche. Et tout cela dans un contexte autre que ta propre culture. Donc, ça complexifie la chose. Je dirais que ça, je laisserai ça pour l'instant. OK, moi, si je peux ajouter quelque chose en ce qui concerne la place, en quelque sorte, du récit dans les recherches académiques. Moi, au début, j'avais ce problème-là. Je me disais, est-ce que ce récit-là, je dois le mettre sur, en quelque sorte, ma thèse ou bien sur comment dirais-je, sur mes chapitres? Est-ce que ça va être accepté? À chaque fois, j'ai ce problème-là pour voir est-ce que le récit le récit de mes recherches de terrain, est-ce que je dois le mettre dans, supposons, ce que je viens d'expliquer, est-ce que je dois le mettre dans ma méthodologie de recherche, tout cela? Est-ce que ça doit être accepté comme quelque chose d'académique ou bien seulement si, est-ce qu'ils ne vont pas dire que c'est du remplissage gratuit? Donc, j'avais eu ce problème-là au début quand j'ai rédigé, je suis encore en rédaction de ma thèse et j'ai dû parler avec mes co-directeurs, mon directeur et mon co-directeur pour avoir une issue de ce que je peux écrire et ce que je ne peux pas écrire. Et quelle était l'issue? Qu'est-ce qui est sorti de cette discussion? Bon, je peux donner des exemples, mais ce n'est pas tout ce que j'ai, comment dirais-je, tout le récit que je vais mettre sur papier. Ça va être du remplissage. Il faut être synthétique de ce qu'on a comme récit. Il faut être synthétique et passer à l'essentiel. C'est ça. Alors moi, je vais rajouter quelque chose. Comme tantôt, je vous ai dit que le projet final, donc ça résumait sur comme plusieurs parties. Donc, dans l'installation sonore, là, moi, j'ai pu voir à travers mes récits que je peux pas le fuir. Avant, je disais, ben, OK, c'est où je dois me placer. Est-ce que je vais comme
raconter, rentrer dans le jeu ou bien laisser parler la communauté. Mais non, malheureusement, je devais comme introduire mon récit parce que la recherche, là, c'est une quête identitaire que je ne peux pas m'échapper. Et c'est une quête identitaire qui date depuis mon enfance, que à chaque fois, j'essayais de contourner, mais là, avec la recherche, j'étais ancrée là-dedans et j'étais obligée de vraiment aller vers le jeu et de raconter mon vécu. C'est pas mal ça. Et puis c'est intéressant parce que c'est vrai qu'avec le média vidéo, tu laisses, je trouve que ta vidéo est très généreuse parce que tu montres énormément d'images, tu rencontres beaucoup de personnes à qui tu laisses beaucoup de place. Il y a une place vraiment très centrale dans la voix des autres, dans ton documentaire, ce qui est vraiment une force, en tout cas très appréciable, que moi j'apprécie beaucoup. Et en même temps, tu as aussi tu es obligé aussi de faire des choix quoi, dans la vidéo. Tu ne peux pas tout garder. Puis Sylvie, ça revient au même en fait que ce qu'on disait, tu ne peux pas tout garder. Donc, il faut que tu fasses des coupes. Et puis, tu restes la réalisatrice, donc aussi la monteuse, etc. Donc, forcément, ça imprègne de ton identité, de toi, dans la façon de monter, ce que tu décides de montrer, moins montrer, etc. Donc, c'est un jeu permanent, je trouve, de tension. Le terme est un peu dur pour ce que c'est, mais de tension entre qu'est-ce qu'on laisse de soi, qu'est-ce qu'on coupe, ce qu'on laisse des autres, etc. Donc, je pense que c'est en permanence. Et j'imagine que de la même manière que Maria Juliana dit, je pourrais refaire complètement différent aujourd'hui, après 3 ans. Toi, j'imagine que c'est pareil aussi. Tu pourrais refaire tout autre film 3 ans après. C'est super intéressant. Merci de ces précisions. Merci Félix pour la question. C'était pertinent. On t'entend pas, Analou. Pardon. Alors, je disais merci Sarah pour ta question. Pour la question suivante, je vais donner la parole à Estelle qui vient de lever la main. Bonjour. Merci beaucoup pour vos contributions, pour nous avoir partagé tout ça aujourd'hui. La première chose que je vais faire, c'est une plug CELAT, si vous me permettez. Mais en fait, il y a beaucoup d'échos dans la discussion en ce moment avec un événement qu'on a organisé il y a quelques semaines en collaboration avec le LabDoc à l'UQAM, hein, qui réfléchit donc aussi à la question du documentaire. Et c'était une rencontre avec la documentariste, la cinéaste Gentille Assis. Donc, d'ici quelques jours, ou en tout cas dans peu de temps, la vidéo de cette rencontre va être mise en ligne sur la page YouTube du CELAT. Et il y a plein d'interrogations qui sont soulevées ici, entre autres dans le rapport entre soi, l'espèce de quête identitaire, en fait, d'essayer de se définir, mais en allant à la rencontre de l'autre et en faisant un film. Donc, je pense que ça peut être vraiment pertinent. Ben, Jennifer aussi, surtout peut-être toi parce que tu es documentariste aussi, mais c'était vraiment super intéressant de l'entendre. Et en fait, elle a sorti un film dernièrement qui est disponible sur l'ONF qui s'appelle « Sortir de l'ombre », qui est un peu à l'extérieur des sujets qu'on aborde aujourd'hui, mais qui montre bien son regard, en fait. La question, donc voilà ma plug pour aller visionner une vidéo du CELAT sur la chaîne YouTube du CELAT. Mais sinon, ma question, en fait, c'est un peu pour faire suite à la question de Sarah sur le récit, mais c'est celle de la relation entre l'image et le récit. Parce que, donc, on est ici l'appui mémoriel dans le film de Maria Juliana, la prise de parole et la transmission dans le film de Jennifer et aussi tes explications, Sidi, appuyées par les photographies. Donc, quelle place prend l'image ou quelle est la relation entre l'image ou les images et les récits que l'on construit? Je voulais peut-être vous inviter à peut-être aborder cette question. Merci. Est-ce que quelqu'un veut aller? Vas-y. Oui.
Bon, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'image de l'œuvre qui inspirait l'esthétique de mon expérience. C'était une œuvre du MAC. Et peut-être ça m'a parlé beaucoup parce que justement dans l'image, il y avait toutes les couches de signification quand on va chercher dans une archive. Et moi, j'avais vraiment besoin de voir les trois couches que je parle, les images d'archives qui sont publiques en Colombie, ces images comme emblématiques du conflit, contrastées avec mes propres images d'archives. Je voulais faire comme une ligne de temps et en même temps que j'ai fait l'exercice de parler. Donc, pour moi, c'était naturel de mélanger aussi les récits parlés avec les images qui étaient projetées sur moi pendant que j'ai regardé mes propres images. Donc, c'était plus comme une cacophonie pendant que j'ai fait ça. Je prenais des notes et c'était vraiment... j'étais vraiment contente. Ce n'est pas peut-être la meilleure vidéo, mais pour moi, ça touchait vraiment des choses que j'avais en tête, que j'avais vraiment besoin de voir. Et donc, je dirais que ça passait plus par l'image que par les récits. En fait, quand j'écoute les récits, je me suis dit, ah, peut-être c'était... Et en fait, je me souviens, c'était la première prise. J'ai raconté l'anecdote, j'avais tout mon scénario et j'étais vraiment satisfaite avec les premières comme récit oral, mais c'était plus l'image qui m'intéressait au moment de l'exécution. Donc, oui, c'est l'image et surtout pour créer une nouvelle image pour moi-même et faire un peu comme les bilans et passer à autre chose. Pour répondre à ta question, moi, je vais prendre l'exemple de l'image que je vous ai montré concernant la prêtresse, en quelque sorte, la femme qui faisait des incantations ou bien le rituel, en quelque sorte, de la religion traditionnelle. Si vous regardez bien l'image, la femme, comment dirais-je, j'ai pris la photo derrière elle. Et qu'est-ce que ça montre? Ça montre qu'au début, j'avais des problèmes pour l'aborder, pour comment dirais-je, lui suturer des informations, mais même qu'elle a accepté de me fournir des informations, mais ce refus toujours, comment dirais-je, ce refus se matérialise encore par sa mise en scène. Elle ne m'a pas regardé de façon face à face. Elle m'a tourné le dos. Elle m'a certes donné l'autorisation de prendre la photo, mais elle n'a pas voulu me regarder en face. Donc, qu'est-ce que ça montre comme image? C'est-à-dire la femme, certes, elle a accepté de me répondre, de me fournir des informations, mais il y a toujours ce refus, toujours ce refus de parler. Toujours, c'est comme si elle ne me fait pas confiance. Elle a accepté, mais elle ne me fait pas confiance. Donc, je peux dire le récit et la photo, en quelque sorte, sont liés parce que ça représente, en quelque sorte, c'est une figure représentative de l'action, du vécu, en quelque sorte, en ce moment T. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Alors, pour moi, je dirais que l'image, joue un rôle très important dans le documentaire. Et puis, si vous voyez, j'ai joué beaucoup avec des plans serrés pour exprimer, pour aller chercher comment je pourrais dire ça? Les pas de danse, l'expression des visages, donc pour accentuer sur l'expression des visages. Et puis, de la même manière que j'ai été captivée lors du tournage, donc en montage aussi, donc j'ai dû comme accentuer mes plans, accentuer mes plans sur les images, et puis pour aussi garder le public en haleine tout au long du documentaire.
Merci beaucoup. Je trouve ça très intéressant parce que justement, on voit que l'image a un statut différent pour chacun d'entre vous dans la construction ou la relation à ces récits-là. Donc, je trouve ça très intéressant. Merci beaucoup. Alors, pour continuer, je vais passer la parole à Frédéric qui a une question à communiquer. Puis je pense que ce sera la dernière question qu'on va prendre pour ce panel d'après-midi, étant donné qu'il est déjà 21 et que nous arrêtons à 30. Oui, merci. C'est ça, je parle pour quelqu'un parmi nous aujourd'hui qui voulait savoir, Jennifer, si en tant que réalisatrice, est-ce que tu comptes explorer d'autres aspects du vaudou dans ta quête identitaire? Merci pour la question. Donc oui, ça c'est un début parce que je n'ai pas touché toutes les danses vaudouisantes. Là, j'ai juste pris une communauté. Donc, je voulais comme continuer à faire un deuxième documentaire, mais qui va toucher toutes les régions et avec la danse vaudouisante. Et puis, à ma quête identitaire, je suis toujours dans l'inconnu parce que, pour faire un bref résumé, moi, j'ai été élevée dans une famille catholique, hein, donc purement catholique avec ma mère. Mais ma mère et mon père n'étaient pas ensemble. Donc, lorsque j'y vais chez mon père est un vaudouisant caché. Donc, il est pratiquant vaudouisant caché. Donc, à 7 ans, j'ai dû faire face à la religion de mon père, à 7 ans. Et puis, quand tu y vas chez ton père et puis ton père te dit, ben, n'occupe pas ta mère là, avec son Jésus-Christ, sa religion catholique, ta vraie religion, c'est le vaudou. Puis ta mère qui te dit, ben, 7 ans, t'es dans un dilemme. Et puis à 18 ans, j'ai dit, ben, vous savez quoi? Je prends un recul de la religion de ma mère que j'ai été élevée. Puis mon père, je ne veux plus entendre parler de ta religion. Puis j'en ai trop là avec la chicane. Et puis après, je suis revenue là-dessus. J'ai dit, ben, pourquoi ne pas aller voir l'interdit, ce qu'on m'a interdit depuis toute enfance, là? Donc, avec la religion de mon père, qui me disait que c'est une religion qui prône le diable, tout et tout, j'ai dit, mais pourquoi ne pas faire de cet interdit-là, faire une recherche et puis voir. Et présentement, je suis encore pas mal bouillée là-dessus. Et puis, je pense que je vais continuer ma quête identitaire, c'est sûr. Merci, c'est super intéressant. Je te souhaite du succès dans ce deuxième documentaire. S'il est aussi intéressant que le premier, ça devrait bien aller. Merci beaucoup Frédéric pour cette question. Et donc, je vois que Sidi a la main levée. Peut-être que rapidement, on peut prendre sa question. Ouais, en fait, ma question tourne autour du vaudou. J'aimerais savoir en quelque sorte, parce que quand j'ai vu la vidéo, est-ce que le vaudou haïtien est une combinaison du rituel Dahomey, c'est-à-dire du Bénin actuel, et de la danse du Congo? Est-ce que cette combinaison-là qui donne le vaudou haïtien? Oui, tout à fait, parce que nous, on est descendants africains aussi, et puis c'est le même vaudou, c'est le même vaudou de Bénin, et puis avec la communauté souvenance, c'est ça, ils pratiquent le vaudou d'Arouma. Donc, Sidi, je t'invite à lire mon mémoire, il y a plein d'affaires là-dedans, et puis c'est sûr que tu vas te retrouver là-dessus. Merci. De rien. Merci Sidi pour cette question. Je vois que là, nous n'avons plus de main levée. Donc, je vous propose que nous ajournions le panel de l'après-midi. Merci encore une fois à tous les trois qui avaient présenté des communications. C'était très enrichissant. Il y a des liens absolument tangibles dans ce que vous avez présenté. Et je sais que vous aviez essayé d'arriver peut-être à créer des questionnements pour faire des liens entre vos présentations. Malheureusement, on n'a plus le temps de pouvoir les soulever. Mais
s'il y a un moment où peut-être dans le blog, vous souhaitez qu'il soit inclus, je pense qu'il y a moyen de faire ça. Donc, merci infiniment. Je ne sais pas si mes collègues veulent dire un dernier mot avant que nous nous quittions. Oui, ben, merci aux participants. Je vois que Fritz a la main levée, mais c'est trop court parce que en fait, on doit libérer les interprètes à qui on avait dit qu'on finissait à 16h30, ces enjeux-là. Mais je sais que tu seras là demain, donc ne perds pas ta question. Et peut-être pourra-t-elle être reposée demain ou en tout cas que ça puisse être un sujet de discussion. Sinon, si vous avez envie qu'on vous envoie les courriels des participantes, dépendamment de leur accord, que je pense qu'il sera le cas. On peut aussi vous donner les courriels parce que l'échange qu'on a pensé avant le colloque, c'est tout aussi bien s'il se poursuit après le colloque. C'était l'idée, de créer des rencontres. Donc, n'hésitez pas. Donc, merci aux interprètes, merci aux participantes pour la qualité de votre travail, pour l'investissement, pour votre générosité. Et merci aux personnes qui ont été présentes depuis ce matin. On est super contente de cette première journée. On n'en attendait pas tant. Et on a bon espoir que ça continue demain. Pour la dernière matinée du colloque, nous accueillons 2 panels différents, 6 autres personnes qui vont venir présenter. On est très enthousiastes. Et c'est Frédéric qui s'en chargera. Et donc, je fais la transition avec Frédéric pour le mot de la fin. Oui, alors ne t'en fais pas, Fritz, on a vu ta main, puis étant donné que tu te présentes demain, ça peut peut-être être l'occasion de lancer une conversation qui peut peut-être inclure ton interrogation pour qu'on puisse vraiment rentrer dans ce que tu voulais discuter plutôt que d'esquiver quelque chose à la fin. C'était pas une question. Oh! C'était un ajout. Oh! OK. Peut-être dans le chat, parce que c'est ça, l'enjeu, c'est vraiment de ne pas retenir nos interprètes trop longtemps. Mais oui, encore un grand merci. Puis, c'est ça. N'hésitez pas aussi à nous partager là, par le courriel du CELAT. Jennifer, je sais que ton documentaire va traverser dans les festivals. Si tu veux nous partager ces festivals-là pour que les gens puissent y avoir accès. Même chose pour tous les artistes qui ont parlé aujourd'hui. On est très intéressés à voir la suite de votre travail. Donc, si vous avez des liens faciles à consulter, ça va nous faire plaisir de les relayer. Puis, on se retrouve demain matin à 9h30 pour la deuxième journée de ce colloque qui est vraiment dépasse toutes nos attentes, je pense. On est vraiment contente de votre participation active, de votre écoute active. Et voilà, c'est moi qui animerai demain. Fait qu'hésitez pas à m'écrire s'il y a des soucis de dernière minute, mais sinon, on commence à 9h30. Merci beaucoup, tout le monde. Merci. Merci. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Merci aux interprètes.